Bon, déjà, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité en Bretagne. On est sur un sujet sensible, hein. René et moi, on est parfois émus dans nos témoignages parce que ça touche des vies humaines, ça touche des gens qu'on connaît moins bien ou parfois très bien, et c'est toujours des situations extrêmement difficiles, et donc c'est parfois difficile d'aborder ce sujet sans se laisser embarquer dans des émotions, ce qui a été le cas de René et ce qui peut être mon cas dans cette intervention. Donc merci de m'accueillir quand même pour parler de ce sujet-là. Je salue mes colistiers, mes collègues colistiers, Nolwenn qui est là, Nolwenn Henry, tu peux te lever, voilà. Charles Brenne qui est là aussi, que vous connaissez. Et donc voilà, je le salue. Merci d'être là, parce que quand on parle de pesticides, on parle aussi des activités en mer, on parle aussi de ce qui va se passer dans l'écosystème marin, parce que j'ai l'habitude de dire que si 90% des pollutions qu'on trouve en mer sont d'origine terrestre, 100% des pollutions terrestres finissent en mer. Et donc c'est eux qui récupèrent, c'est eux qui sont en difficulté, et après on vient nous parler de surpêche. Mais en vérité, ce qui se passe, c'est que les pollutions qu'on trouve en mer sont en train de sévèrement impacter les stocks, l'écosystème, et donc forcément quand les stocks sont faibles, on est plus facilement en situation de surpêche. Alors j'ai pas dit qu'il fallait pas lutter contre la surpêche, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est quand même plus facile à gérer sur des stocks en bon état que sur des stocks dégradés, notamment à cause de la dégradation de l'écosystème marin. Puis je salue mon ami Joël qui est là, qui me fait le plaisir et l'honneur d'être là, parce que si on a eu un guerrier des pesticides avant-gardiste, il en fait partie, et on ne remerciera jamais assez Joël du combat qu'il a mené avec efficacité au Sénat, et donc merci à toi Joël pour l'ensemble de ton œuvre sur ce sujet-là. Donc je suis honoré que tu sois là pour nous écouter. Alors sur les pesticides, peut-être me présenter rapidement, tout le monde ne me connaît pas. Donc moi je suis paysan bio en Charente-Maritime. De formation, je suis agronome. Dans mon parcours professionnel, je suis scientifique, j'étais chercheur avant de devenir paysan. Et parce que j'ai côtoyé des expériences extrêmement inspirantes, et surtout des expériences réussies autour d'une agriculture qui n'utilise plus de pesticides, eh bien je m'autorise à faire de la politique. C'est-à-dire que parce que j'ai côtoyé tout ça, je me suis autorisé à essayer d'agir dans les politiques publiques pour essayer d'avancer sur la réduction, et le mot est trop faible, la sortie des pesticides, parce que des solutions alternatives existent, ce qui m'a conduit à être vice-président d'une région qui est celle de Poitou-Charentes, où j'étais en charge de l'agriculture, la pêche et les cultures marines, la ruralité aussi d'ailleurs. Conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, où j'étais délégué à la mer. C'est un parcours où j'ai eu l'occasion de croiser Jannick à l'époque, quand elle était elle aussi vice-présidente de région, si mes souvenirs sont bons. C'est aussi à une époque où on a beaucoup travaillé avec René. Voilà, et donc c'est ces travaux-là, c'est cette expérience politique-là qui m'a amené à devenir député écologiste au Parlement européen en 2019, où je siège dans plusieurs commissions. Donc la commission agriculture et développement rural, où je suis le premier vice-président de cette commission. Également en commission pêche, parce que mes amis sont les pêcheurs, et donc on essaie de travailler pour préserver aussi leur avenir. Et dans une commission qui s'appelle la commission développement, qui traite des sujets de solidarité, de coopération avec les États tiers, les pays tiers de l'Union européenne, et notamment toutes les logiques de solidarité, de coopération et de démarche humanitaire, et notamment avec les pays du Sud. Parce que dans ma vie, j'ai aussi tissé des liens avec les pays du Sud. Alors, sur le sujet des pesticides, beaucoup de choses ont été dites, le décor est posé, on va dire ça comme ça. Et quand on a autant d'éléments, tant sur la thématique de la santé que sur la thématique de la biodiversité, et qu'on est élu au Parlement européen, député européen, eh bien, on doit se poser la question de qu'est-ce qui dysfonctionne à ce point pour que on continue d'utiliser des substances à ce point toxiques, à la fois pour notre santé et pour la biodiversité.
Et c'est toute la genèse de l'émergence de secrets toxiques dont tu as déjà parlé, Jean-François, qui font que, à un moment donné, des élus se disent il faut qu'on mette un coup de pied dans cette fourmilière-là, parce que c'est pas possible de continuer comme ça. C'est pas possible de continuer à mettre en péril et la biodiversité et la santé de nos concitoyens. Alors on regarde les études, on vérifie ce qu'on subodore. Et par exemple, on a une étude de la Commission européenne qui nous dit que le premier risque au travail des agriculteurs, c'est la manipulation des pesticides. C'est ce qui les rend malades, c'est ce qui les tue, c'est l'utilisation des pesticides. Donc on est sur une profession qui utilise des substances qui les tuent eux-mêmes. Et ce qui fait froid dans le dos, et René l'a évoqué rapidement, c'est qu'en vérité, les premières victimes de cette population agricole qui manipule des pesticides, c'est leurs enfants. C'est-à-dire que, en vérité, ce qu'on constate dans les risques au travail des agriculteurs, c'est que les enfants de ceux qui manipulent des pesticides sont impactés par des cancers pédiatriques dans des proportions absolument ahurissantes. Et donc, on ne peut pas continuer de travailler comme ça. Ce qu'on regarde aussi dans les études, et ça aussi, ça renforce cette forme d'autorisation, c'est qu'on a des agricultures aujourd'hui qui sont parfaitement performantes, qui sont parfaitement au rendez-vous sur la problématique du climat, la problématique de la biodiversité et la problématique de la santé, qui n'utilisent plus de pesticides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les études sur lesquelles on peut s'appuyer, dont on dispose, qui viennent à peu près du monde entier, une agriculture sans pesticides permet de préserver les paysans, permet de préserver le revenu des paysans, permet de préserver la santé des paysans, permet de préserver la santé des riverains, permet de préserver la santé des consommateurs, et surtout, et c'est une idée reçue qu'on essaie quand même de continuer de nous distiller, cette agriculture-là qui n'utilise plus de pesticides est la seule agriculture qui permet de soutenir véritablement la souveraineté alimentaire, puisque l'alibi fallacieux qu'on continue de mettre en avant pour justifier l'utilisation des pesticides et des engrais de synthèse, c'est qu'on en a besoin pour produire en agriculture, c'est qu'on en a besoin pour soutenir la souveraineté alimentaire. Eh bien, quand on y regarde de près, c'est l'exact inverse. Et c'est le cas aussi en Europe. 12% des surfaces aujourd'hui agricoles en Europe font encore référence à une agriculture familiale, paysanne et agroécologique. 12% des surfaces. Et dans ces 12%, d'ailleurs, on ne retient même pas l'agriculture biologique qu'on appelle industrielle ou intensive, parce que ça existe, même si elle n'utilise plus de pesticides. Eh bien, ces 12% de surface sont à l'origine de 32% de la production de la ferme Europe. Donc c'est une étude qui démontre avec une efficacité redoutable que c'est pas l'agriculture intensive, productiviste, industrielle, complètement en addiction des pesticides et des engrais de synthèse qui soutient la souveraineté alimentaire, c'est même l'exact inverse, c'est celle qui nous en éloigne, parce que cette agriculture-là dévaste le climat, dévaste la biodiversité. Et ce qui menace aujourd'hui la souveraineté alimentaire à l'échelon européen, à l'échelon planétaire, c'est pas la réduction des pesticides, c'est pas la réduction des engrais de synthèse. D'ailleurs, on a commencé à observer une baisse de la productivité de l'agriculture à l'échelon planétaire et européen, et force est de constater que c'est pas ça qui l'impacte, puisqu'on n'a pas commencé. On n'a pas commencé à réduire les pesticides et les engrais de synthèse en agriculture. Donc c'est bien autre chose. Et cette autre chose, c'est le dérèglement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité, provoqué, entre autres, c'est pas la seule responsable, mais entre autres par l'agriculture, qui est quand même, derrière le transport, l'activité économique qui participe le plus activement au dérèglement climatique. Alors sur l'effondrement de la biodiversité, là par contre, elle est pas concurrencée. C'est elle de très loin qui dévaste la biodiversité. On a vu disparaître 70% des insectes à cause de l'utilisation des pesticides. On a vu disparaître 40% des oiseaux à cause des pesticides. Et sur le thème agricole, 60% des oiseaux des champs sont en train de disparaître à cause des pesticides. Donc le sujet lien pesticides avec la biodiversité n'est plus à démontrer. Donc voilà, on a tous ces éléments-là sur la table, et quand on est député européen, on se dit que quand on a tous ces éléments-là sur la table, on doit convoquer un principe fondamental de la Constitution européenne, qui est le principe de précaution. C'est-à-dire que quand on a absolument toutes les études qui nous montrent
que ces pesticides sont dangereux et que en plus on a des alternatives aux pesticides qui ne sont pas des nouvelles molécules qui seraient moins dangereuses, mais qui est une science qui s'appelle l'agronomie, on n'a plus de raison de continuer de les utiliser, et donc on doit convoquer le principe de précaution, ça me paraît fondamental. Alors ce qu'on a fait avec Secret Toxique, on s'est appuyé sur une molécule emblématique, un peu phare, qui est un cas d'école assez intéressant, qui est le glyphosate, et on a essayé de comprendre comment des pesticides aussi dangereux, aussi impactants sur notre santé et sur notre biodiversité pouvaient traverser toutes les phases d'autorisation et d'homologation. Et là, on tombe sur quand même des paramètres, des parcours qui sont pour le moins surprenants. D'abord, et c'est, je crois, le principal écueil, d'abord, on n'évalue que la molécule active. Or, des pesticides vendus dans le commerce, c'est-à-dire ceux qu'on utilise dans la vraie vie, ne sont jamais vendus avec une seule molécule dans le bidon. Vous avez jamais trouvé un bidon de Roundup où il y avait que du glyphosate dedans. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Et donc, en évaluant exclusivement le glyphosate, qui est une des composantes du Roundup, on est complètement à côté de la plaque sur l'évaluation effective des produits utilisés en agriculture, dont la molécule principale est le glyphosate. Et donc on regarde ce qu'il y a à côté du glyphosate dans les bidons de Roundup, et on se rend compte qu'on a 7, 8 autres molécules en général, qui sont des molécules qui, elles, sont considérées comme des coformulants, des surfactants, et qui donc, elles, parce que c'est pas la molécule active, ne sont pas évaluées par l'agence sanitaire et par les pétitionnaires, puisque comme l'a dit René, c'est eux qui déposent leur dossier pour évaluer la toxicité de leur molécule, sauf qu'ils déposent un dossier de toxicité sur la molécule et jamais sur la spécialité commerciale. Et donc on a, autour du glyphosate, d'autres molécules qui, elles, ne sont pas évaluées, mais dont la toxicité, quand on les évalue même individuellement, est très souvent, pour ne pas dire toujours, nettement plus dangereuse que le glyphosate lui-même ou que la molécule active elle-même. Je ne parle même pas de l'évaluation de l'effet cocktail, tu l'as évoqué Jean-François, c'est-à-dire que là, quand on est dans un bidon où il y a 7, 8, 9 molécules, on a forcément un cocktail de molécules, et l'effet cocktail de ces molécules-là est rarement évalué, ou pour ne pas dire jamais. Dans cet effet cocktail, dans la vraie vie, il y a un autre paramètre qui n'est pas évalué, c'est que les molécules qu'on appelle modernes sont des molécules qui sont particulièrement instables, qui se dégradent assez rapidement et qui se dégradent en métabolites de décomposition. Or, ces métabolites de décomposition viennent amplifier l'effet cocktail, puisque au-delà des molécules qui sont déjà présentes dans le bidon, très rapidement dans le milieu naturel, on est exposé à la molécule qui a été évaluée, aux molécules coformulantes du produit commercial et à leurs métabolites de décomposition. Et puis, dans la vraie vie, puisque ces agriculteurs sont parfaitement addicts à tous ces pesticides, eh bien, sur la même parcelle, pendant un itinéraire cultural, on y va avec 1, 2, 3 fongicides, 1, 2, 3 herbicides, parfois 1, 2 insecticides, et donc on crée à la parcelle un effet cocktail absolument hallucinant. On le crée à la parcelle, mais on le crée aussi dans notre environnement, c'est-à-dire dans l'air qu'on respire à chaque instant, dans l'eau qu'on boit tous les jours. Et donc cet effet cocktail n'est absolument pas évalué. Et quand je parle d'évaluation, parce que quand on parle d'évaluation avec l'Agence sanitaire européenne, censée protéger, alors c'est 360 millions d'Européens, mais c'est déjà beaucoup, eux, quand on parle d'évaluation de la toxicité, ils ne parlent que de la toxicité aiguë, celle que tu as évoquée, c'est-à-dire au moment où là, à un moment donné, on est au contact de la molécule ou du produit utilisé, et donc là, on regarde si ça se passe bien. Le grand absent des procédures d'évaluation, c'est l'évaluation dans la durée, c'est l'évaluation à long terme. Et sur le glyphosate, et j'ai pris le temps de lire le dossier qui a permis l'autorisation pour une dizaine d'années encore de ce glyphosate, Bayer lui-même dit, texto, des mammifères exposés dans la durée peuvent contracter les cancers. Alors j'ai un scoop pour vous, les êtres humains sont des mammifères.
Et il y a un autre élément d'information que je dois vous livrer, c'est que quand on met des enfants au monde, a priori, ils sont nés à vivre plusieurs décennies, et donc sont potentiellement des mammifères exposés dans la durée au glyphosate. Donc ils sont potentiellement exposés à la déclaration de cancer. Et que me répond le directeur de l'EFSA quand je lui demande des évaluations dans la durée du glyphosate? Parce que je suis écologiste. Mais vous n'êtes pas sérieux, monsieur Biteau. Vous allez quand même pas sacrifier des animaux de laboratoire pour faire des évaluations dans la durée. Parce que, effectivement, les écologistes demandent à ce qu'on utilise moins d'animaux de laboratoire. Donc là, vous devez imaginer l'état dans lequel ça me met. Et donc je lui dis, mais pour le moment, puisque vous ne voulez pas utiliser d'animaux de laboratoire pour évaluer la toxicité dans la durée, ceux qui expérimentent la toxicité dans la durée, c'est nos enfants. Et donc, c'est eux les animaux de laboratoire. Donc ça, c'est plus possible. Donc tout ça pour vous dire que, effectivement, on a un vrai souci dans la réglementation qui utilise aujourd'hui, qui plutôt libère les pesticides qu'on utilise et que les agriculteurs utilisent en grande quantité dans la nature et dans notre environnement et qui impactent notre santé. Donc le combat qu'on mène avec Secret Toxique, c'est bien sûr de faire évoluer cette réglementation et de faire en sorte que cette réglementation soit conforme à ce que on peut attendre et espérer d'une agence sanitaire qui est censée protéger les Européens. Je termine sur le glyphosate et je vais parler de l'autre volet après de la lutte qu'on essaie de conduire. Mais sur le glyphosate, ça ne vous a pas échappé que depuis le 24 novembre 2023, on a réautorisé le glyphosate pour 10 ans à nouveau. Et fort des constats que je viens de vous expliquer, mais aussi d'un paramètre important que moi j'aime bien rappeler parce que ça montre aussi que les citoyens peuvent peser dans les décisions politiques. On a à l'échelon européen un dispositif qui s'appelle les initiatives citoyennes européennes. C'est des pétitions officielles qui permettent à des citoyens, sur un pas de temps de 1 an, de pouvoir collecter 1 million de signatures au moins réparties dans 7 États membres. Et si cette ICE aboutit, la Commission européenne doit intégrer les demandes de ces citoyens dans les réglementations qu'elle va publier, dans les réglementations qu'elle va proposer aux législateurs, et donc dans les politiques publiques européennes qui vont être déclinées en lien avec ces initiatives citoyennes européennes. Eh bien, figurez-vous qu'avant l'autorisation pour 10 ans supplémentaires du glyphosate, il y avait une ICE qui demandait la suppression du glyphosate. Et donc, et ça me permet de faire un clin d'œil à quelqu'un qui me manque beaucoup, que vous connaissez tous, et qui s'appelle Michel Rivasi. Quand le 24 novembre 2023, la Commission a réautorisé le glyphosate pour 10 ans, Michel Rivasi, qui nous a quittés le 9 décembre, donc entre le 24 novembre et le 9 décembre, elle a eu le temps une dernière fois nous léguer sa créativité et son ingéniosité, nous dit, écoutez les amis, on va faire un truc, on va déposer un recours en annulation de l'autorisation du glyphosate. Et donc, on a 2 mois pour agir. On a déposé, parce qu'on doit au moins ça à Michel, et puis parce que je pense que c'est une excellente idée, on a déposé le 23 janvier 2024 un recours en annulation de l'autorisation du glyphosate pour les 10 dernières années. Notre difficulté sur ce recours, c'est de gagner ce qu'on appelle la recevabilité. C'est-à-dire que pour que la Cour de justice de l'Union européenne instruise un dossier, il faut qu'elle considère qu'il est recevable. Et pour qu'il soit recevable, il faut faire la démonstration de notre intérêt à agir. Donc avec notre avocat, qui s'appelle Guillaume Tumrel, on a travaillé surtout sur la recevabilité. Et a priori, puisque la Cour de justice de l'Union européenne a demandé des éléments pour instruire ce recours, a priori, on aurait franchi la phase de recevabilité. Et tous les juristes du Parlement européen nous disent que si on arrive à franchir la phase de recevabilité, on a toutes les chances de gagner le recours en annulation du glyphosate qui a été proposé par la Commission européenne. Et c'est grâce, bien sûr, à l'ICE portée par les citoyens, donc Initiative citoyenne européenne, qui demandait l'interdiction du glyphosate et qui impose à la Commission d'en tenir compte dans la déclinaison des politiques publiques qu'elle déploie à l'échelon de l'Union européenne, et bien sûr grâce
au génie de Michel Rivasi. Et voilà, si demain on arrive à faire tomber l'autorisation du glyphosate qui a été proposée par la Commission européenne, Michel Rivasi, qui est déjà une grande dame de la politique et de l'écologie politique, hein, on parlera d'elle, je pense, comme on parle aujourd'hui de René Dumont un jour, est définitivement éternelle, parce que grâce à elle, on aura réussi à faire tomber en Europe la molécule la plus vendue au monde. Donc voilà, un petit clin d'œil pour Michel, je vous le dis, elle me manque beaucoup, elle nous manque beaucoup dans cette campagne, mais elle est quand même avec nous parce qu'on va gagner la bagarre du glyphosate. Ensuite, l'autre axe, on a parlé de l'axe réglementaire, moi je veux parler d'un autre axe qui est fondamental, c'est les politiques publiques. Et on doit agir aussi sur les politiques publiques. On a vu la manifestation des agriculteurs en janvier, février, au début de cette année. On a vu que ces agriculteurs étaient en grave détresse sur leurs revenus, et ça, on peut le partager. Sauf que on a voulu faire dire aux agriculteurs ce qu'ils ne disent pas. C'est-à-dire qu'on a voulu faire croire que s'ils étaient en difficulté de revenus, c'était parce que des contraintes environnementales. En vérité, quand on y regarde de près et qu'on sonde les agriculteurs, ce qu'a fait le statut de sondage ELAB, on a 62% des agriculteurs qui disent on ne veut pas renoncer à la transition agroécologique, on n'est pas maso, on n'est pas suicidaire, et donc on sait très bien que ce qui nous menace, c'est l'effondrement de la biodiversité et le dérèglement climatique. Donc 62 disent on ne veut pas renoncer, 62% disent on ne veut pas renoncer à la transition agroécologique. 23%, presque un quart, nous disent que la transition agroécologique est probablement une réelle opportunité pour eux. Ça fait 85% de la population agricole qui est prêt à s'engager sur la transition agroécologique. On n'a plus que 15% d'irréductibles réfractaires qui veulent continuer à utiliser massivement des pesticides. Et donc, quand ce gouvernement décide de mettre un temps d'arrêt et ensuite de complètement déconstruire Ecophyto, quand l'Union européenne revient sur le pacte vert et en particulier la stratégie de la ferme à la fourchette où il y a des objectifs de réduction des pesticides, il sacrifie aussi les agriculteurs. Parce que ce que demandent ces 85% d'agriculteurs, c'est de pas renoncer, c'est pas de renoncer à la réduction des pesticides, à la transition agroécologique. Ce qu'ils demandent, c'est d'être accompagnés par des politiques publiques. Et il n'y a plus que 15%, je le redis, parce que ces 15% sont importants, qui sont des irréductibles réfractaires. Sauf que dans la récupération de ce mouvement paysan, de ce mouvement agricole, c'est ces 15%-là qui discutent avec le ministre de l'Agriculture. C'est ces 15%-là qui vont discuter avec Ursula von der Leyen. Et c'est pour ça que les réponses qui sont sur la table ne sont pas les bonnes. À quel moment retirer 15% de jachère est une mesure du revenu? À quel moment retirer la rotation des cultures de la PAC est une mesure du revenu, au-delà du principe que la rotation des cultures, c'est le b.a.-ba de l'agronomie? À quel moment c'est des mesures de revenu? Ça n'apportera rien du tout. Sauf que c'est les 15% réfractaires, c'est les 20% qui captent 80% des aides publiques de la PAC qui discutent et qui donc proposent les mauvaises solutions, parce que la PAC, c'est aussi un levier du changement, et comme je viens de le dire, eh bien cette enveloppe publique, qui représente 38% du budget total de l'Union européenne, qui de très loin est la plus importante politique publique de l'Union européenne, est aujourd'hui captée par seulement 20% des agriculteurs. Ça veut dire quoi en creux? Que 80% des agriculteurs ne se contentent plus que des 20% que l'ont laissé les autres. Et que ceux qui étaient au bord des routes, ceux qui bloquaient les péages, ceux qui voulaient monter à Rungis, là aussi j'ai un scoop pour vous, ils sont dans ces 80%. Sauf que c'est pas eux qui vont discuter au ministère de l'Agriculture et avec Ursula von der Leyen ou avec Janusz Wojciechowski. Et donc il est là notre problème, et c'est la raison pour laquelle on est parti sur la mauvaise trajectoire. Alors on doit modifier cette PAC. On doit la modifier pour que, au-delà des aspects réglementaires que je vous ai déjà exposés, qui visent à essayer de changer la façon dont on autorise les pesticides, on utilise cette enveloppe publique pour définitivement accompagner une agriculture qui s'affranchit des pesticides.
Et donc sortir de ces aides par unité de surface qui font que le mécanisme est très simple à comprendre, plus on a d'hectares, plus on a d'aides. Et c'est ce qui explique le 80-20 que je viens de vous donner. Eh bien, sortons de ces aides par unité de surface et distribuons des aides par unité de main-d'œuvre. Et donc, plus on a d'actifs sur la ferme, et plus on touche d'aide. L'agriculteur qui s'installe, qui crée son emploi, il valide la première brique. S'il a un associé, il valide une deuxième brique. S'il prend 1, 2, 3 salariés, il valide 1, 2, 3 briques supplémentaires. Ce qui amène à des situations très concrètes que le maraîcher en permaculture, comme tu l'évoquais tout à l'heure, qui est sur 4 ou 5 hectares et qui présente une activité avec 4 ou 5 actifs, touche 4 ou 5 fois plus d'aide que le gros céréalier, tout seul avec son gros fent, au milieu de ses 500 hectares. Et là, on inverse des tendances lourdes. Et là, enfin, on soutient un emploi avec une rémunération digne pour les agriculteurs et une rémunération qui permet de recréer une véritable vocation pour les métiers de l'agriculture, où les jeunes ne se disent plus « je vais pas aller faire ce métier où je bosse 70 heures par jour pour gagner 800 € par mois ». Si on les rémunère, il n'y a pas de raison qu'ils s'en sortent pas. Eh bien, en distribuant les aides par unité de main-d'œuvre, on crée une vraie politique de l'emploi, une vraie rémunération des agriculteurs. Et quand je parle de rémunération, ça m'envoie sur le deuxième axe de la réforme de la PAC que nous portons, c'est d'amplifier la conditionnalité des aides. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'assume dire aux agriculteurs qui se disent chefs d'entreprise et qui me disent que quand je veux porter la PAC que je porte, je fais de l'ingérence dans leur choix d'entreprise, eh bien moi, je m'autorise à leur dire vous voulez utiliser des pesticides, c'est votre choix d'entreprise. Vous voulez utiliser des engrais de synthèse, c'est votre choix d'entreprise. Et on est en Bretagne. Vous voulez faire de l'élevage concentrationnaire, c'est votre choix d'entreprise. Mais moi, élu, garant de l'intérêt commun, garant de politiques publiques qui servent l'intérêt commun, je suis en droit de vous dire, il n'y a plus 1 euro d'argent public pour vous accompagner. Vous vous débrouillez avec vos choix d'entreprise. Et l'argent public qu'on libère, parce qu'on est en capacité de leur dire ça, est exclusivement, et le mot exclusivement est important, mobilisé pour les accompagner dans la transition dont on a besoin pour que l'agriculture se réinvente. Et c'est pas de l'ingérence. S'ils veulent continuer à toucher des aides, ils n'ont qu'à faire le chemin qui les conduit vers une agriculture qui va leur permettre de toucher des aides. Eh bien, quand on met une PAC à l'unité de main-d'œuvre avec de la conditionnalité, d'abord on crée de l'emploi, qui d'ailleurs, quand il y a plus d'emplois, nous permet de nous éloigner de l'utilisation des pesticides, et on rémunère, et le mot compte. Je ne parle plus de subvention, je ne parle plus d'une agriculture où les agriculteurs ont parfois l'impression d'être des assistés. Je leur propose de les rémunérer, parce qu'ils prennent soin de l'intérêt commun, parce qu'ils prennent soin du climat, parce qu'ils prennent soin de la biodiversité, parce qu'ils prennent soin de la santé. Et donc c'est ça qu'on doit faire avec une politique publique aussi importante que la PAC. Et quand on met autant d'argent public sur la table, c'est qu'on a des contribuables qui ont permis de l'alimenter. Et les contribuables, c'est nous tous. Et c'est l'angle mort des discussions sur la problématique agricole, c'est que quand on parle d'agriculture, de politique publique agricole, on ne discute qu'avec le monde agricole, dans une sphère agricolo-agricole parfaitement consanguine, complètement verrouillée par la FNSEA. Eh bien, ce qu'on doit faire quand on met autant d'argent public sur la table, c'est de convoquer un véritable débat de société, où tout le monde a son mot à dire. Parce que quand on parle d'agriculture, on parle bien sûr du revenu des agriculteurs, mais on parle aussi de notre alimentation, on parle aussi du climat, on parle aussi de biodiversité, et on parle aussi de santé. Et moi, j'ai plus aucun scrupule aujourd'hui à porter un discours aussi clivant, aussi rugueux que celui-là. Parce que je viens d'une zone, qui est la plaine d'Aunis, près de La Rochelle, où on a aussi un cluster de cancer pédiatrique. Et moi, je rencontre là-bas les parents de gamins, parce qu'ils vivent dans une zone où l'air qu'ils respirent est saturé de pesticides, l'eau qu'ils boivent est même plus potable. Eh bien, ces parents-là conduisent leurs enfants en chimiothérapie. Je ne sais pas si vous êtes parents, grands-parents, futurs parents, mais je vous assure que quand vous êtes assis à la table de votre salle à manger et que vous recevez des parents qui viennent témoigner de cette épreuve ultime
qui consiste à dire mon gamin a un cancer et je dois le conduire en chimiothérapie, que j'ai reçu une mère de famille qui me dit j'ai quitté la ville pour protéger mes enfants et je suis allé vivre à la campagne, et que l'aîné de mes filles est déjà au cimetière, et que la seconde est atteinte d'un cancer, tu parlais de familles complètement emportées par les pesticides, moi j'assume complètement dire qu'on ne doit plus transiger, on ne doit plus différer le moment où on utilise des pesticides. J'espère que vous sentez la rudesse de l'épreuve pour un élu qui pilote des politiques publiques ou qui essaie de piloter des politiques publiques que de recevoir ce genre de témoignages et ce genre de situation. Et moi, j'invite les deux Normandie dont tu as parlé, les Marc Fesneau, les Christophe Béchu, les Gabriel Attal et les Emmanuel Macron, à aller rencontrer droit dans les yeux ces parents-là et leur dire on peut continuer à utiliser des pesticides. C'est pas urgent de retirer les pesticides du marché. Et aller leur raconter leur carabistouille de on a besoin de ces pesticides pour tenir la souveraineté alimentaire, alors que ces parents-là ont fait tous les recherches pour vérifier si, au contraire, l'utilisation des pesticides n'était pas le handicap à l'atteinte de notre souveraineté alimentaire. Mais ces gens-là n'ont aucun courage pour aller affronter frontalement le regard de ces parents et de ces gamins qui sont victimes des pesticides. Donc je vous le disais, c'est un sujet qui, émotionnellement, est parfois dur à tenir, mais c'est aussi ce qui nous donne de la force. C'est aussi, moi je dis que le moteur de mon engagement, c'est l'amour, j'assume, mais le carburant de ce moteur, c'est la colère. Parce que quand on rencontre des gens comme ça, quand on rencontre ces histoires-là, ça ne nourrit qu'une colère. Alors il faut savoir la canaliser pour que ce soit un carburant positif, mais c'est quand même ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis en face de vous pour vous parler de ça, et pour essayer au Parlement européen de changer les lignes. Et donc ça nous renvoie sur le 9 juin, Jean-François. C'est-à-dire que qui, au Parlement européen, conduit ces combats sans ambiguïté ? Il n'y a pas un groupe, il n'y a pas deux groupes, il n'y a pas trois groupes qui conduisent ces combats sans ambiguïté, il n'y en a qu'un, c'est les écologistes. Qui n'a pas voté cette PAC, dont tout le groupe n'a pas voté cette PAC, c'est les écologistes. On est 72 dans le groupe. Les 72 voix des écologistes n'ont pas validé cette PAC qui, au-delà de ne pas être écologiste, est antisociale, injuste et inéquitable. Dans tous les autres groupes politiques, on a trouvé des élus au Parlement européen pour voter cette PAC, y compris chez les socialistes. On nous parle de vote utile aujourd'hui. Ça me fait bien rigoler. Renforcer un groupe qui est prêt à remettre en selle Ursula von der Leyen. Ça me fait bien rigoler. Mais y compris, je veux pas faire de la politique politicienne, mais nos insoumis qui siègent dans un groupe qui s'appelle The Left, la gauche, les membres de leur groupe grec, irlandais, ont voté cette PAC. Le seul groupe cohérent qui dit la PAC est un levier du changement et on ne peut pas valider cette PAC et on doit proposer une autre PAC, c'est les écologistes. Au début du mandat, quand Ursula von der Leyen est venue rencontrer tous les élus, tous les groupes politiques, pour leur demander si ils étaient prêts à voter pour elle, le groupe des écologistes n'avait qu'une seule ligne rouge. C'était Madame von der Leyen, on peut voter pour vous, à une condition. On balaye cette PAC, on repart d'une feuille blanche et on part d'une proposition où on distribue la PAC par unité de main-d'œuvre et où on met des critères de conditionnalité beaucoup plus élevés. Elle n'a pas voulu, on n'a pas voté pour elle. Sauf que c'est la présidente la plus mal élue à la présidence de la Commission européenne. 8 voix d'avance. Et c'est parce qu'elle a été mal élue, parce que les écologistes ont porté le combat sur ces sujets-là, qu'elle a, à un moment donné, pour assurer une majorité un peu plus confortable, dû travailler avec nous et imaginer, avec nous, le pacte vert et des stratégies comme la stratégie de la ferme à la fourchette, des stratégies comme la stratégie pour la biodiversité. Mais si ces stratégies-là sont sur la table aujourd'hui, c'est parce que les écologistes ont conduit le bras de fer et c'est personne d'autre que les écologistes qui ont conduit le bras de fer pour que naisse un jour ce pacte vert, aussi imparfait qu'il soit, mais n'empêche qu'il est là et n'empêche que c'est grâce à nous. Donc le 9 juin, si vous voulez qu'on change des choses, eh bien, il n'y a pas 50 bulletins de vote.
Et moi, je suis comme Martin Luther King, je fais des rêves. Eh bien, si le 9 juin, le soir du 9 juin, il y a 360 écologistes au Parlement européen sur les 720 députés, je peux vous garantir au moins une chose, c'est que la PAC qu'on subit aujourd'hui n'existe plus. On invente une autre PAC. Que le pacte vert va avancer à la vitesse grand V, que le dérèglement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la protection de notre santé vont être des vrais sujets de la politique européenne. Ça va même être la boussole du développement des politiques publiques européennes de demain. Donc voilà, l'enjeu, c'est ça. 360 députés européens sur 720 le 10 juin. Et je vous assure que tout change et que cette Europe que certains détestent va devenir parfaitement adorable et parfaitement au rendez-vous de l'histoire sur ces grands sujets. Et je finis par une phrase, parce qu'il y a un caractère d'urgence, et c'est une phrase de Pierre Urmic, maire de Bordeaux, parce que dans les mairies pilotées par les écologistes, on fait des choses remarquables, et l'ordonnance verte à Strasbourg, c'est absolument remarquable, et j'ai rencontré d'ailleurs des bénéficiaires qui bien sûr se sont nourris en bio pendant la grossesse, mais qui maintenant que leurs enfants sont nés, continuent de manger bio et continuent de nourrir leurs enfants en bio. C'est ça, et ça, c'est extrêmement créatif et c'est extrêmement bien vu stratégiquement. On ne le dit pas, mais c'est le but. Mais bien sûr, c'est le but. On sait que ça marche comme ça. Et bien sûr que ça marche. 2-3 mois, ceux qui ont assez de moyens à Strasbourg, ils ne payent plus le panier et les femmes continuent ensuite, en bio, y compris pendant l'allaitement, c'est très important. Et après, pour leurs enfants, l'habitude est prise. Parce que en direct et tout ça, c'est pas plus cher, et en frais, c'est pas plus cher. Il faut aller acheter chez les paysans. Absolument. Et donc, moi, j'ai rencontré ces femmes qui, maintenant, ont des enfants et qui continuent d'acheter du bio. C'est remarquable. Mais je reviens sur la phrase de Pierre Urmic et vous dire qu'il ne faut pas qu'on se trompe le 9 juin. C'est que l'écologie plus tard, c'est l'écologie plus tard. Et je vous invite à méditer cette phrase et à penser aux enfants dont je vous ai parlé, qui vivent à La Rochelle ou à Sainte-Pazanne et qui, aujourd'hui, subissent les désastres des pesticides et doivent passer leur jeunesse sur des lits d'hôpitaux pour essayer de guérir par des voies de chimiothérapie. Donc voilà, je vous invite à méditer cette phrase de Pierre Urmic. L'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. Merci de votre attention.